FNAF, 12 ans de jeux vidéo peuplés d'animatroniques possédés, plusieurs séries de livres, des films, une quantité non négligeable de produits dérivés. Sans parler des milliers de théories et de créations de fans en tout genre à travers le globe. On ne va pas se mentir, cette saga a profondément marqué le monde du jeu vidéo, voire le monde tout court. Vous êtes-vous déjà sérieusement demandé à quoi ressemblerait notre vie si Five Nights at Freddy's n'avait jamais existé? Vous pensez que les youtubeurs auraient simplement parlé d'autres jeux? Haha, comme vous êtes drôle. Et comme j'aimerais pouvoir rire avec vous à gorge déployée, tout en essuyant discrètement une larme de joie au coin de l'œil. Mais quand je vois l'état dans lequel se trouve la Terre 12, je n'ai vraiment pas le cœur à rire. Quel rapport entre FNAF et ce triste monde dévasté, me direz-vous? Le rapport, c'est que ces malheureux habitants n'ont jamais eu l'occasion de se demander à quoi ressemblerait leur vie sans FNAF. Car ce jeu n'a tout simplement jamais existé chez eux. Dans ce monde, il existe un vide en forme d'ours animatronique. Un vide dont a découlé une succession d'événements catastrophiques, culminant une fin aussi apocalyptique que tristement prévisible. Une fin que nous aurions sans doute connue nous aussi, si nous n'avions jamais croisé la route de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et de leurs charmants collègues psychopathes. Difficile à croire? Je sais. Moi aussi j'étais sceptique. Mais quand on remonte le fil des événements à travers les archives interdimensionnelles, il n'y a aucun doute à avoir. C'est pour ça que j'ose dire haut et fort, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que Five Nights at Freddy's est responsable de la survie de l'espèce humaine. Rien de plus, rien de moins. Terre 12. Un monde pratiquement comme le nôtre. Avec ses chaînes de fast-food, ses plages bondées en été, ses gardes britanniques au look emblématique, une souris qui possède ses propres parcs d'attractions. En vérité, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le point de départ de la catastrophe, tant nos deux mondes semblaient avoir suivi une trajectoire identique. Mais il fallait bien pourtant que quelque chose ait déraillé à un moment ou un autre. Sinon, comment expliquer qu'ils en soient arrivés là en 2026? Au final, c'est grâce à la chaîne de Doko que j'ai enfin trouvé une piste intéressante. Car oui, notre cher youtubeur a également percé sur Terre 12. Mais pas en tant que youtubeur gaming, en tant qu'éducateur canin. Apparemment, il a aussi fait une très belle carrière dans l'élevage de teckels. Enfin, jusqu'au drame bien sûr. Voilà qui était fort surprenant. Même s'il n'a jamais caché son amour pour ces petites bêtes, comment expliquer qu'un homme capable de consacrer plusieurs milliers d'heures de sa vie à parler de FNAF dans notre monde puisse finir par consacrer plusieurs milliers d'heures de sa vie à apprendre à des teckels à donner la papade sur Terre 12. Il y avait quelque chose de suspect derrière ce changement de carrière. Pour en savoir plus, je me suis intéressée à d'autres créateurs de contenu, notamment à Markiplier. Sur notre Terre, il est surnommé le King of Five Nights at Freddy's. Sur Terre 12, le King of Chair Simulator. Oui, alors ne me regardez pas comme ça, je n'invente rien. Ces 50 vidéos les plus populaires consistent à commenter, avec une passion que je qualifierais de préoccupante, le gameplay d'un jeu où on joue le rôle d'une chaise. Attention, je ne parle pas du jeu Steam de notre monde où on peut acheter des chaises et s'asseoir dessus. Là, je vous parle d'un jeu où on incarne la chaise. Et apparemment, le gameplay est assez riche pour faire des dizaines de vidéos sur le sujet. Bref, partout où je m'attendais à voir du FNAF, il n'y avait pas de FNAF. Un schéma commençait à se dessiner. J'ai donc fait ce que toute enquêtrice sérieuse aurait fait à ma place, à savoir, boire un café noir bien serré pour me donner du courage, avant de taper enfin Five Nights at Freddy's dans la barre de recherche. Aucun résultat. Pour aller plus loin, j'ai essayé Scott Cawthon. Là, les archives se sont enfin ouvertes. Et ce que j'y ai découvert explique peut-être tout le reste. En résumé, un incendie a détruit entièrement le domicile de Scott alors qu'il travaillait, je cite, sur un petit projet d'horreur mettant en scène des mascottes animatroniques. À ma connaissance, les circonstances exactes de l'incendie n'ont jamais pu être expliquées. Ce qui est certain en revanche, c'est que Scott a complètement abandonné l'idée de développer des jeux vidéo après ce drame. Après avoir lâché un laconique, certains projets doivent rester dans l'ombre, à la presse. J'imagine que ce nouveau coup du sort l'a brisé mentalement. L'incendie s'est déclenché quelques mois seulement après l'échec commercial de Cheaper. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'il est devenu après ça. On dirait qu'il s'est évaporé dans la nature. Avec un peu de chance, il a simplement repris une petite vie tranquille avec sa famille. Jusqu'à ce que l'apocalypse se frappe à leur porte. Triste. Très triste. Et vous savez ce qui rend cette histoire encore plus tragique? C'est qu'il n'y a vraiment qu'une toute petite poignée d'articles qui parlent de cet incendie. C'est peu, pour un incendie qui venait de condamner l'humanité tout entière. Mais bien sûr, à ce moment-là, ils ne savaient pas encore. Cela peut sembler difficile à croire, mais tout part bel et bien de ce petit incendie. En réduisant en cendres ce petit projet de jeu d'horreur, il a engagé les habitants de Terre 12 sur une pente aussi glissante qu'un parquet fraîchement ciré au petit matin. Oh bien sûr, les conséquences paraissent presque insignifiantes au début. Dans un monde sans FNAF, de nombreux youtubeurs se sont tournés vers d'autres jeux ou des carrières complètement différentes. Les jeux de mascottes horrifiques ne sont également jamais devenus un phénomène. Voilà pourquoi on ne trouve aucune trace de Poppy Playtime, d'Adigo Park, ni de dizaines d'autres licences du même genre dans cette réalité. À ce stade, vous vous dites peut-être, bon, c'est dommage, mais on peut survivre sans ces jeux. Erreur, grave erreur. Si les habitants de Terre 12 étaient encore en vie, ils hurleraient à plein poumon en roulant des yeux fous devant votre insouciance, car eux, ils savent.
Ils savent que l'industrie vidéoludique déteste le vide. Si les mascottes ne deviennent jamais à la mode, il faut bien que quelque chose prenne leur place. Et ce quelque chose, personne sur Terre 12 ne l'avait vu venir. Pendant près de 10 ans, Internet est littéralement envahi par des vidéos consacrées à ce type de jeu. Les archivistes appellent ça la grande ère du mobilier interactif. Personnellement, je pense qu'ils auraient pu trouver un nom plus vendeur, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette vague de jeux vidéo a complètement enterré le concept de vidéothéorie dans leur monde. Oh, il y a bien eu quelques essais pour surfer sur la tendance au début, des tentatives d'analyse de lore, des comparaisons osées entre les différentes essences de bois. The Game Theorists ont même tenté un débat de 3 heures pour savoir si la chaise du chapitre 4 était bien la même que celle aperçue dans le trailer du premier jeu, alors que c'est clairement sa sœur jumelle, mais c'est un autre débat. Au final, tous les théoristes s'y sont cassés les dents. À leur décharge, c'est excessivement difficile de bâtir une théorie révolutionnaire autour d'une chaise Ikea. Il n'y a juste pas assez de mystère et de magie pour donner naissance à de bonnes analyses. Comme quoi, un très bon jeu avec un excellent gameplay ne fait pas tout. Je plaisante, je ne comprends pas ce qui a pu autant fasciner ces gens dans le fait d'attendre qu'une grosse paire de fesses se pose sur eux, ou que quelqu'un vienne leur titiller la poignée de porte. Ou, pour être tout à fait honnête avec vous, je refuse de comprendre. Bref, Internet a vécu une époque étrange, très étrange. Et c'est à cause de ça que le véritable problème est apparu. Car lorsque les vidéos de théorie ont disparu, quelque chose d'autre a disparu avec elles. Les tableaux d'enquête, les punaises colorées, et surtout, la ficelle rouge. Quatre ans seulement après le petit incendie, les ventes de ficelle rouge s'effondrent, les fabricants ferment, les producteurs de laine rouge suivent, les usines licencient en masse, le secteur textile plonge dans une crise sans précédent. À titre informatif, les archivistes appellent ça le crack écarlate. Ce qui confirme, une fois encore, qu'ils sont vraiment très mauvais pour trouver des noms. Comme si cela ne suffisait pas, cette crise économique majeure se double d'un véritable désastre écologique. Comme on pouvait s'y attendre, des troupeaux entiers de moutons, désormais au chômage, envahissent les bois, les collines et les jardins d'enfants en broutant tout sur leur passage. Ils font littéralement table rase, poussant les autres espèces animales à migrer vers les centres urbains. Leurs déjections envahissent désormais les trottoirs au lieu d'enrichir la terre. Les récoltes s'effondrent, les prix explosent dans les magasins. Bref, vous voyez le tableau ? En l'espace de quelques mois, la population de Terre 12 est à la fois plus pauvre et plus affamée. Une situation explosive dont une jeune entrepreneuse talentueuse sortie de nulle part va cruellement tirer profit. L'histoire nous l'a appris. Lorsqu'un peuple est affamé, inquiet pour son avenir et au bord de la révolte, il faut le distraire. D'accord, on pourrait aussi donner à manger à la population et se serrer les coudes pour redresser l'économie, mais c'est plus compliqué et ça fatigue tout le monde. Dans leur temps, les Romains avaient leur jeu du cirque. Ensuite, on a eu les championnats de football. Mais sur Terre 12, c'est un concept un peu plus high-tech qui a percé. Un concept qui existe aussi chez nous, mais à une bien plus petite échelle. À savoir celui des animatroniques de spectacle. Des animatroniques qui peuvent facilement coûter un rein et un tibia chez nous. Du moins pour les plus perfectionnés d'entre eux. C'est en partie pour cela qu'il y en a beaucoup moins dans notre monde. C'est vrai, ils n'ont pas besoin de salaire, ils ne prennent jamais de congé, mais il faut quand même pouvoir les acheter à la base, et assurer la maintenance derrière. Cela dit, ce problème ne se posait pas avec le modèle économique de Mademoiselle Elisanor. Une entrepreneuse extrêmement douée et avant-gardiste, qui proposait de louer ses animatroniques à l'année pour une bouchée de pain. Ils ont fait leur première apparition dans des fast-foods, où ils ont connu un beau succès. Ils pouvaient chanter et jouer avec les enfants non-stop, pendant ce temps-là les parents grignotaient leurs frites en paix. Tout le monde était satisfait, et le fait que les animatroniques restent contractuellement la propriété de Mademoiselle Elisanor ne semblait déranger personne. À partir de là, le phénomène a rapidement pris beaucoup d'ampleur. On a commencé à en voir aussi dans les parcs d'attractions et dans les zoos, puis dans des centres commerciaux, des hôtels, des écoles, des hôpitaux, et bientôt jusque dans les rues. Des animatroniques livreurs apportaient les repas à domicile, d'autres assuraient l'entretien des espaces publics ou guidaient les touristes. Certains étaient même spécialement conçus pour accompagner les personnes âgées, ou tenir compagnie aux enfants esselés. Les particuliers ont rapidement voulu les leurs. Il existait désormais des animatroniques pour presque tout. Des cuisiniers, des jardiniers, des coachs, des professeurs particuliers. Sans oublier les animaux de compagnie robotisés, très populaires auprès des plus jeunes. C'est bien simple, en quelques années, l'entreprise de Mademoiselle Elisanor rivalisait avec celle des plus grands noms de la tech. Entreprise auxquelles elle avait d'ailleurs emprunté de nombreuses idées, comme l'installation d'une piscine à balles destinée à stimuler la créativité des employés. Une initiative qui, selon les archives, a été accueillie avec un certain enthousiasme. Quand je vois ça, je tremble devant l'insouciance de ces gens. Pourtant, les signes avant-coureurs étaient déjà partout. En fouillant les archives, on retrouve des dizaines de rapports qui auraient dû alerter les autorités. Des livreurs animatroniques qui forçaient les portes d'entrée au lieu de sonner. Des chiens robotiques qui rapportaient parfois autre chose qu'une balle. Des coachs beauté qui rendaient leurs clientes un peu trop méconnaissables. De leur côté, certains employés de l'usine ont commencé aussi à évoquer des bugs a priori impossibles, comme des voix provenant d'ateliers complètement vides, ou des machines qui semblaient fonctionner alors qu'elles étaient débranchées. Mais en dépit d'incidents plus ou moins médiatisés, les ventes continuaient d'exploser. J'imagine que lorsqu'une entreprise pèse plusieurs centaines de milliards,
Il est toujours plus simple de parler de petits dysfonctionnements que de remettre en question tout un modèle économique. Et quand le grand festival de l'automne a enfin eu lieu, il était déjà trop tard pour réagir. Le 17 octobre 2024, plus de 50 000 personnes s'étaient réunies pour assister à l'ouverture du grand festival de l'automne. Au programme spectacles, feux d'artifice, animations pour enfants, pêche au canard, foxtrot, et bien entendu le plus grand rassemblement d'animatroniques jamais organisé. Plus de 200 modèles étaient présents ce jour-là. L'événement devait symboliser le triomphe technologique de Mademoiselle Eleanor. Hélas, pour l'histoire avec un grand H, il symbolisera tout autre chose. Les premières minutes se déroulèrent sans incident. Puis, à 12h12 exactement, les animatroniques cessèrent tous de jouer au même instant. Ils restèrent immobiles pendant 12 secondes. 12 longues secondes. Avant de tourner lentement la tête en direction du public. Les organisateurs pensèrent d'abord à une panne générale, puis à un bug de synchronisation, puis plus personne n'eut vraiment le temps de penser quoi que ce soit. Les archives décrivent une scène d'une violence telle que je préfère vous épargner les détails. Disons simplement que les visiteurs comprirent, ce jour-là, qu'un ours robot de 3 mètres capable de soulever une voiture n'avait probablement jamais été conçu uniquement pour chanter Joyeux anniversaire. À partir de cet instant, les incidents se multiplièrent partout dans le monde. Les animatroniques quittèrent les restaurants, les écoles, les hôpitaux, les maisons. Ils semblaient agir de manière parfaitement coordonnée, comme s'ils avaient attendu un signal. En moins de 48 heures, les principales villes tombèrent les unes après les autres. Les gouvernements tentèrent bien de réagir, mais comment neutraliser des machines déjà présentes dans pratiquement tous les bâtiments importants de la planète ? Y compris dans une certaine maison, où ils n'auraient jamais, au grand jamais, dû pouvoir accéder. Les humains avaient fait entrer les animatroniques dans leur quotidien. Les animatroniques, eux, n'eurent plus qu'à refermer la porte derrière eux. À en croire les archives, quelques groupes de survivants refusèrent de se rendre. Mais je suis au regret de vous dire qu'ils finirent tous par être éliminés assez rapidement. Le tout dernier d'entre eux se réfugia dans un ancien entrepôt de maintenance appartenant à Mademoiselle Eleanor, porté disparu depuis le grand festival de l'automne. Les lieux étaient équipés de caméras de surveillance, de portes de sécurité, d'un générateur, bref, tout ce qu'il faut pour tenir face à des hordes d'animatroniques quand on est un peu entraîné. Mais ces pauvres gens, eux, n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils allaient affronter. La première nuit, ça s'est quand même à peu près bien passé. La seconde aussi. Mais ça s'est malheureusement compliqué à la troisième nuit. Pour la quatrième, ils s'en sont sortis in extremis. Quant à la cinquième nuit, je ne vais pas vous mentir. Même s'ils se sont défendus vaillamment, ils n'ont pas gagné cette ultime partie. Ils ont rendu leur dernier souffle à 5h du matin, juste avant le lever du soleil. Ce qui est toujours extrêmement agaçant. Si vous vous demandez ce qui a bien pu passer par la tête de ces robots, il n'existe malheureusement aucune version officielle. Cela étant dit, les archivistes ont proposé de nombreuses théories. Pour certains, tout serait parti d'un simple bug informatique. Pour d'autres, il s'agirait d'un sabotage industriel. Une autre école de pensée, beaucoup moins populaire mais nettement plus originale, évoque même un vaste complot orchestré par des bergers au chômage. Vexés d'avoir vu leur malheur oublié, ils auraient juré de se venger d'une société qui préférait confier ses enfants à des ours métalliques plutôt que de soutenir la filière ovine. Mais pour être franche, je trouve cette théorie un peu tirée par la laine. Personnellement, j'avancerai une autre hypothèse. Une hypothèse que personne sur Terre 12 n'a jamais été en mesure de formuler à temps. Parce qu'il leur manquait un outil essentiel à toute enquête digne de ce nom, de la ficelle rouge. S'ils en avaient eu ne serait-ce qu'un seul morceau, peut-être que quelqu'un aurait osé le tendre directement entre ces deux événements. D'un côté, un mystérieux incendie détruisant le domicile d'un développeur travaillant sur un jeu mettant en scène des animatroniques tueurs. De l'autre, une entreprise qui, quelques années plus tard, bâtit un empire mondial grâce à des animatroniques. Une drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas ? Mais évidemment, certains répondront que Mademoiselle Eleanor ne pouvait pas prévoir que tuer un petit jeu indépendant dans l'œuf allait lui ouvrir une voie royale pour développer tranquillement son empire robotique. À moins bien sûr de connaître l'avenir, ou de pouvoir voyager dans le temps. Mais ça, ce serait complètement absurde, n'est-ce pas ? Une chose en revanche est certaine, dans notre monde, Scott Cotton a terminé son jeu. Et sans le savoir, il nous a peut-être offert le meilleur programme de prévention contre les animatroniques jamais conçu. Grâce à lui, des millions de joueurs ont appris à bien fermer leurs portes, à surveiller les caméras, à économiser leur batterie, et surtout, à ne jamais faire confiance à un ours qui chante, à un lapin qui danse, et encore moins à un clown mécanique. Coïncidence ou non, notre civilisation existe toujours. La leur, non.
Je vous laisse tirer vos propres conclusions, tout en adressant une dernière pensée émue aux tristes habitants de cette terre désolée. D'ailleurs, si vous souhaitez leur rendre un dernier et vibrant hommage vous aussi, ou tout simplement donner votre avis sur leurs terribles mésaventures, n'hésitez pas à le faire en commentaire s'il vous plaît. En attendant de vous lire, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous en aurez assez de vous arracher les cheveux, en vous demandant quels sombres secrets peuvent bien dissimuler des bouées en forme de poulet et une poignée de lunettes de soleil, rappelez-vous que chaque petit détail lié à Five Nights at Freddy's mérite votre attention. Car ce jeu a sans doute sauvé l'humanité. C'est pourquoi je me réjouis de consacrer bientôt une vidéo au dernier teaser officiel, en comptant bien sûr ceux qui vont très probablement sortir pour le 12e anniversaire du jeu.